Au Sahara, à la frontière de l'Algérie, de la Libye et du Mali, des groupes islamistes cherchent à s'imposer. Même si chaque mouvement, à l'image d'AQMI ou d'Ansardine, a ses propres revendications et stratégies, ils se retrouvent dans un même engagement pour la guerre sainte. Les expatriés et ceux qu'ils représentent sont dans leur ligne de mire. Il n'y avait plus d'espoir. On allait tous mourir. Le 16 janvier 2013, soit 5 jours après le lancement de l'opération Serval par la France au Mali, un groupe armé prend d'assaut un complexe gazier dans le sud-est de l'Algérie. Ils veulent la guerre? Très bien, ils vont l'avoir. La plateforme d'In Amenas est implantée en plein cœur du Sahara algérien. In Amenas est totalement isolé. Quand on sort de la base, ce qu'on voit tout autour, c'est des dunes de sable à perte de vue. On se croirait sur Mars. Elle emploie 800 personnes, dont environ 130 étrangers venus principalement des États-Unis, de Norvège, du Japon et de Grande-Bretagne. Parmi eux, il y a aussi quelques Français. Ces expatriés alternent 4 semaines de travail et 4 semaines de congé. Si je voulais décrire le site, je dirais une prison au milieu de nulle part. Voilà à quoi ça ressemblait. C'était un camp retranché avec des bâtiments en conteneurs ou en préfabriqués. In Amenas produit du gaz naturel pour plusieurs milliards d'euros par an, à destination du gouvernement algérien et de ses partenaires étrangers. Aux yeux des terroristes, c'est avant tout le symbole de l'impérialisme occidental. Le monde doit être très attentif à ce qui se passe en Afrique du Nord et dans la région du Sahara. Très attentif. Ces problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. La plateforme gazière est située dans une zone à risque. Elle se trouve à moins de 100 km de la Libye. Plus au sud, le Mali est en proie à un conflit armé particulièrement violent entre différents mouvements islamistes et les autorités maliennes. Depuis 2012, le site et ses employés sont placés sous protection rapprochée. À chaque fois qu'un expatrié quittait la base, il avait forcément une escorte militaire. Les militaires ou les gendarmes étaient postés à 2 points de contrôle sur la route. Et ils nous accompagnaient si on devait aller jusqu'à un puits gazier, inspecter le gazoduc ou sur la route de l'aéroport. Il y a 4 ans, il fallait 3 véhicules pour nous escorter jusqu'au gazoduc. Mais depuis 1 an, on était passé à 10. À l'intérieur du site, la présence de gaz naturel rend l'utilisation des armes à feu trop dangereuse. Il n'y a donc pas de garde armée. Je n'en croyais pas mes yeux quand je voyais l'insuffisance de notre système de sécurité comparé aux autres sites où j'ai travaillé. De nombreux employés ont conscience de ne pas être assez protégés. On était vraiment une cible très vulnérable et très facile. Gary Barlow est un ingénieur britannique de 49 ans. Il s'inquiète de l'instabilité de la région et en parle à sa sœur dans un email. Ne dis rien à maman, mais la situation est de plus en plus sensible ici. Les chauffeurs locaux sont en grève depuis 6 mois. Ils sont même passés à la grève de la faim. Le site ne fonctionne plus normalement et ne pourra pas tenir très longtemps. Al-Qaïda commence à s'installer dans le Mali voisin. À l'aube du 16 janvier 2013, Nick Fraser, un ingénieur américain, monte à bord d'un bus qui amène des employés à l'aéroport le plus proche. Comme toujours, certains tapaient sur les vitres pour nous faire coucou et se moquer de nous. C'était la routine. À chaque fois qu'on quittait la base, on était escortés. Et c'était Paul qui organisait ça pour nous. Paul Morgan est responsable de la sécurité des expatriés. Mais il vient tout juste de demander sa mutation. Il estime ne plus pouvoir remplir sa mission à cause des règles de sécurité qu'il juge trop laxistes. Ce voyage doit être son dernier convoi jusqu'à l'aéroport. Paul n'avait pas le droit de porter une arme. Même chose pour toute l'équipe chargée de notre sécurité. Seuls les militaires et les gendarmes en avaient.
Alors que le bus s'éloigne, plusieurs véhicules foncent sur eux. Ils sont occupés par une trentaine d'hommes lourdement armés, sans doute en provenance de Libye. Le gouvernement algérien a la réputation d'être intraitable avec les terroristes, et ses services de renseignement sont d'ordinaire très efficaces. Pourtant, ce groupe de véhicules n'a pas été intercepté alors qu'il roule de nuit, les phares allumés en plein désert dans une zone militarisée. Le bus en provenance du complexe gazier ne parcourt que quelques centaines de mètres avant d'être arrêté. On a ralenti et on s'est immobilisé. J'ai vu des éclairs rouges à gauche du bus. Je me suis demandé ce que c'était. Et puis j'ai compris que c'était des balles. Je voyais la silhouette des 4x4 devant nous et des gars de la sécurité qui en descendaient. L'un d'eux ne bougeait plus. Il n'est pas descendu. Et je me suis douté que c'était Paul. Les échanges de tirs s'intensifient entre les services de sécurité et les terroristes. Je me suis plaqué contre la paroi du bus. Et de temps en temps, une balle la touchait. Les balles me passaient littéralement à 2 centimètres. Ça faisait comme quand la pluie commence à tomber. Au début, c'est quelques gouttes, et puis il y en a de plus en plus. Ça faisait... Les terroristes se dispersent et certains se dirigent vers la plateforme. Dans la base de vie où sont logés les expatriés, Stephen McFall, originaire d'Irlande du Nord, va prendre son petit déjeuner. Au début, j'ai cru qu'un exercice militaire avait été organisé dans les environs. Mais quand j'ai regardé le ciel, j'ai vu des traits rouges qui le traversaient. On tirait à balles réelles. Les terroristes enfoncent les grilles de la base de vie. J'ai vu 2 terroristes surgir de nulle part. On les entendait qui cassaient les fenêtres et les portes du bâtiment où on logeait. Comme on était tout près, on savait qu'ils fouillaient systématiquement toutes les pièces. Ce n'était qu'une question de temps. Ils allaient bientôt nous trouver. À 5 km de ce bâtiment, à l'autre bout du site, se trouve le complexe gazier. Cette usine pompe chaque jour de quoi alimenter près de 4,5 millions de foyers en gaz. Et les risques d'incendie sont énormes. David Murray entend le signal d'alarme. Il y avait tout le temps des pannes de courant. Ça pouvait venir d'un problème à la centrale, au gazoduc ou au générateur. Pour nous, une coupure de courant n'avait rien d'inhabituel. Je suis sorti pour voir la hauteur de la torchère. C'est toujours un bon indicateur. Parfois, on peut savoir d'où vient la panne, rien qu'en regardant les flammes. Quand la torchère est haute, c'est le signe de l'arrêt du complexe. Les employés suivent alors le protocole et se rassemblent à un point de ralliement. Steve Wysocki sent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple exercice de sécurité. Normalement, les gardiens nous retrouvaient au point de ralliement pour nous compter. Là, ils ne sont pas venus.
Sur nos radios, on a commencé à entendre des voix qui n'avaient rien à faire sur nos ondes. Un membre de l'équipe avait allumé une radio et on a compris que la base de vie était attaquée. Ensuite, quelqu'un a suggéré qu'il valait mieux ne pas rester dehors. Il fallait rentrer dans les bureaux et rester caché. C'était la consigne qu'on avait reçue. David et Steve retournent dans leur bureau et comprennent que les terroristes traquent les employés étrangers présents sur toute la base. Je me souviens avoir entendu beaucoup de cris et des gens qui couraient partout. J'ai vu un homme avec un foulard sur la tête et j'ai réalisé qu'il ne faisait pas partie des employés du site. J'ai fait demi-tour et je me suis enfui. Après m'être caché, j'ai réalisé que c'était Gordon Rowan, mon patron et mon ami, que j'entendais répondre à un terroriste. Il lui a dit « Je m'appelle Gordon Rowan, je suis américain ». Et l'homme lui a répondu « Très bien, venez ». Et là, il a emmené Gordon. Gordon Rowan et Gary Barlow ne parviennent pas à se mettre à l'abri à temps. Gary était trop loin. Il n'a pas eu le temps de se cacher. Il n'a pas pu s'enfuir assez vite. Et les terroristes l'ont repéré. Il n'a rien dit. Il s'est alors avancé vers eux. Ça m'a fait froid dans le dos de voir mon vieux copain se faire capturer. C'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation, avec tout ce stress, cette poussée d'adrénaline et cette terreur. J'ai ressenti une peur immense. À 100 mètres du bureau de David et Steve, Kevin Graham, un ingénieur britannique, entend un bruit inhabituel. Il y a eu des coups de feu. Je suis retourné dans le bureau pour voir deux de mes collègues à l'intérieur. Et j'ai dit, les gars, je crois qu'on est attaqué. Kevin aperçoit alors 3 collègues norvégiens dehors avec les terroristes. J'ai remarqué 3 de mes amis, à plat ventre, avec 5 types debout, qui leur braquaient leurs fusils sur la tête. J'ai vu un des terroristes leur faire signe de se lever. Et il a montré l'usine avec son fusil. Les Norvégiens sont conduits dans la salle de commande de l'usine de traitement. Par la radio, Steve Wysocki suit ce qui s'y passe. Ils parlaient très vite. Certains de nos collègues algériens nous ont traduit ce qu'ils disaient. Les terroristes se demandaient comment faire redémarrer le complexe. Ils voulaient que quelqu'un vienne dans la salle de commande pour tout remettre en route. Bouge pas! Mais si l'installation est remise en marche, les risques d'une gigantesque explosion sont réels. Je ne sais pas comment on fait. Dans la base de vie, c'est la chasse aux étrangers. Stephen McFall et ses collègues sont cachés dans les douches depuis près d'1 heure. Ils m'ont fait sortir des sanitaires et m'ont forcé à me mettre à genoux dans le couloir. Ils m'ont dit de mettre les mains derrière la tête. Là, je me suis dit, bon, ils vont m'exécuter. Pendant que les terroristes passent toutes les pièces au crible, Mick Doherty et 2 autres employés montent dans le faux plafond du réfectoire. C'est un faux plafond tout bête.
Les panneaux ne tiennent pas très bien. On a fait très attention quand on se déplaçait, parce que ce plafond était juste là pour faire joli, pas pour supporter une charge. On les entendait dans la cuisine, ils cassaient tout. On n'a plus bougé. Si on était capturé, nos chances de survie étaient vraiment minces. Le site s'étend sur plusieurs kilomètres et les employés communiquent désormais par SMS. Comme on a commencé à recevoir des messages de nos collègues, on a compris petit à petit ce qui nous arrivait. Kevin nous a demandé ce qui se passait. Les autres nous ont dit, quoi qu'il arrive, cachez-vous. C'est une attaque terroriste. Steve Wysocki apprend que le bus a été attaqué à 6 km du site et appelle son supérieur, Nick Fraser. L'un des hommes de mon service m'a appelé dans le bus. Et comme on avait décidé de faire le moins de bruit possible, j'ai décroché très vite. Il m'a dit « ça va ?» et j'ai répondu « oui ». Il a demandé « tu peux parler ?» Il a dit « on est pris au piège dans le bus ». Je lui ai demandé s'il pouvait parler, et il m'a répondu que non. Il a dit « ok, bonne chance ». J'ai raccroché et je me suis dit « au moins maintenant, tout le monde sait ce qui se passe ». Ça m'a rassuré. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit de lui demander si lui, il était en danger. Je me concentrais sur le bus. Pour moi, il n'y avait que nous qui étions attaqués. Au bout de 40 minutes, j'ai entendu les tirs de plus en plus près du bus. Des balles touchaient la carrosserie sur le côté et traversaient le pare-brise. Et tout à coup, une violente explosion. L'ambiance dans le bus a changé. On n'avait plus d'espoir. Juste la certitude qu'on allait tous mourir. Et puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, tout est devenu calme. Tout s'est arrêté. Nick Fraser et les passagers du bus sont évacués par l'armée algérienne. C'est là que les militaires nous ont dit que la base et la plateforme avaient été prises d'assaut. Et on a eu la confirmation que Paul était mort. Paul Morgan est la première victime de l'attaque terroriste. Depuis longtemps, il alertait la direction sur les défaillances de la protection de la base. Il avait même annoncé son départ à ses collègues. Il ne pouvait plus assurer la sécurité des salariés et ne voulait pas assumer cette responsabilité. La nouvelle de la prise d'otage se propage dans les médias du monde entier et Kevin Graham reçoit un SMS de son fils. On a appris que quelqu'un avait été abattu, mais on ne savait pas qui. J'ai eu l'information par un ami qui était dans le bus que c'était Paul. Ça nous a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Il n'y a pas grand-chose à ajouter.
on a appris que Paul Morgan avait été tué. Là, on a réalisé ce qui nous arrivait. Ça devenait concret. On avait confirmation qu'ils étaient là pour nous tuer. Les terroristes fouillent le site méthodiquement. Ils semblent connaître parfaitement la disposition des bâtiments. Il y a désormais plusieurs otages étrangers dans l'usine de traitement surveillée par un groupe de terroristes, plus une trentaine d'autres dans la base de vie réunis sur une petite place. Les terroristes ne s'intéressent pas aux employés algériens. Ils sont même libres de partir, mais beaucoup restent, par solidarité avec leurs collègues étrangers. Les assaillants sont organisés et déterminés. Ils mettent en scène un scénario terrifiant. Ils ont enroulé un câble de détonateur autour du cou de chaque otage. Le câble était relié à un bloc d'explosifs et un système de mise à feu que l'un des terroristes tenait dans la main. Ils nous ont prévenu que tout était branché et que ça pouvait exploser à tout moment. Au moindre mouvement, il fallait penser à celui qui était juste à côté de nous, parce que ça resserrait le câble autour de son cou. Les preneurs d'otages se présentent comme les signataires par le sang. Ils appartiennent à une branche dissidente d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a une base dans le nord du Mali. Parmi eux, des djihadistes venus de Tunisie, du Mali, de Libye et du Niger. Et leur interprète est un homme de type occidental, avec des petites lunettes rondes. Le terroriste canadien nous a expliqué qu'ils appartenaient à Al-Qaïda et qu'ils n'avaient pas l'intention de nous faire de mal, mais qu'ils exigeaient qu'on les laisse partir à l'aéroport d'In Amenas avec tous les otages. Ensuite, ils voulaient s'envoler jusqu'au nord Mali, une région qui était sous leur contrôle. Leur but était de négocier un échange de prisonniers contre des membres d'Al-Qaïda détenus aux États-Unis. Ce Canadien de 22 ans s'appelle Christos Katsiroubas. C'est un musulman converti. Il ordonne aux otages de contacter les médias. À 6 heures du matin, un journaliste mauritanien reçoit un appel du siège des signataires par le sang au Mali. 2 minutes après, je reçois un appel et c'était effectivement Jules Bib lui-même qui m'appelait. Alors Jules Bib m'explique, voilà, il me dit donc j'ai essayé de te joindre pour te dire que nous revendiquons, que nous venons de lancer une opération dans le sud-est algérien. Et nous avons pris en otage plus de 40 nationalités et nous avons attaqué l'une des bases les plus importantes de l'industrie pétrolière et gazière en Algérie. L'attaque a été commanditée par Mokhtar Belmokhtar, un djihadiste algérien. Belmokhtar est habile, intelligent. Il n'a peur de rien. Belmokhtar est connu pour avoir réalisé des enlèvements très lucratifs. C'est autant un criminel qu'un terroriste, ce qui est significatif. Parfois, les terroristes refusent de s'adonner à des actes criminels, mais certains le font. Et dans ce cas, ils ont un gros trésor de guerre, parce que ça fait des années qu'ils enlèvent des Occidentaux et exigent des rançons. Il se voit comme le principal djihadiste de la branche saharienne, mais aussi comme le mieux placé pour libérer les régions du Sahara contrôlées par les Occidentaux, comme les Français ou les Américains. 2 heures après le début de l'attaque, l'armée algérienne se mobilise sous le commandement du général Tartag, surnommé le Bombardier. Ils ont immédiatement rassemblé toutes leurs forces de frappe. Leur priorité, c'était la protection du site. Pas question de négocier avec les terroristes. Les hommes de Belmokhtar font savoir qu'ils ont placé des charges explosives sur le site industriel.
l'un d'eux ordonne à Gary Barlow d'appeler sa femme, Lorraine, à Liverpool. Il m'a dit, écoute-moi attentivement, c'est très important. J'ai été pris en otage par des moudjahidines d'Al-Qaïda. Ils m'ont attaché des explosifs sur le corps. Il m'a dit, tu dois contacter le gouvernement britannique pour lui dire que s'il donne l'assaut, les preneurs d'otages vont faire sauter les bombes. Plusieurs gouvernements qui ont des ressortissants pris en otage dans la base offrent leur aide à l'Algérie pour coordonner l'opération. Comme l'Algérie est un pays souverain, il faut collaborer avec son gouvernement pour avoir le droit d'y intervenir. On a essayé par tous les moyens d'avoir l'autorisation des Algériens pour que nos équipes aillent sur place et participent à l'action. L'Algérie semble vouloir travailler avec la communauté internationale. Mais Noman Ben Othman, lui-même ancien djihadiste, n'est pas convaincu. Régler la crise. Voilà les ordres que les Algériens ont donnés. Les autorités veulent y mettre fin en éliminant tout le monde. On n'acceptera rien, on ne négociera pas, pas d'interview aux médias, aucune communication, on envoie juste l'armée. Ils veulent la guerre, très bien, ils vont l'avoir. Abdul al-Nigeri, un djihadiste nigérien du groupe, contacte un officier de l'armée algérienne. Il lui demande de venir à l'entrée du site pour négocier en tête-à-tête. Voici un enregistrement de leur conversation. On veut les prisonniers que vous retenez. Nos camarades qui ont été arrêtés et emprisonnés il y a 15 ans. On en veut 100. Combien? On en veut 100. Et on est prêt à mourir. Soit vous libérez nos frères, soit nous mourrons. Je vais transmettre vos revendications à mes supérieurs. La demande d'une libération massive de prisonniers retenus en Algérie a peu de chances d'aboutir. L'armée algérienne mène un combat sanglant contre les islamistes depuis les années 90. La nuit tombe sur la première journée de la prise d'otage de la plateforme gazière. Pour se protéger du froid, David Murray s'enveloppe dans un tapis de prière, tandis que les hommes dans le faux plafond du réfectoire se serrent les uns contre les autres. Je regardais le ciel étoilé, qui était très dégagé, et je pensais que c'était la fin. Je me suis dit, est-ce que j'ai tout mis en ordre financièrement à la maison? Le lendemain matin, l'armée algérienne se met en position. Elle déploie 6000 soldats, des hélicoptères d'attaque et ses forces spéciales. J'ai été réveillé par les hélicoptères. Ils volaient au-dessus de nous et il y avait des échanges de tirs très violents. L'armée bombarde systématiquement le site, en concentrant sa puissance de feu sur la base de vie, où sont retranchés Stephen McFall et les autres otages. Les chars tiraient sur les bâtiments juste à côté de là où on était retenu prisonnier. Le réfectoire a été touché. Ces explosions étaient tellement fortes qu'on risquait d'y passer tous les trois. Ensuite, un hélicoptère d'attaque a surgi de nulle part et a tiré 2 roquettes sur le site. À ce stade, je ne savais plus qui me faisait le plus peur. Le terroriste à côté de moi, avec son détonateur dans la main, ou les militaires dans les hélicos. Ni les uns ni les autres ne se souciaient que je rentre chez moi sain et sauf. La réaction rapide et brutale de l'armée prend de court les islamistes. Il force Stephen McFall à parler à la chaîne Al Jazeera pour montrer au monde entier que les Algériens n'ont aucune considération pour le sort des otages.
Voici sa déclaration. Si vous écoutez, en arrière-plan, vous entendrez l'armée qui nous tire dessus en ce moment même. On est tous reliés à des charges explosives et le message n'a pas l'air d'avoir été reçu par les militaires envoyés en première ligne. Les terroristes ont compris que les otages ne seront pas une monnaie d'échange. La riposte de l'armée a pris tout le monde par surprise. C'est pour ça que les preneurs d'otages ont imaginé des plans B. Ils appelaient les médias internationaux pour leur faire part de leurs revendications. Ils demandaient par exemple la libération de prisonniers en Arabie Saoudite, ce qui est ridicule. Les tirs de l'armée algérienne obligent les terroristes à revoir leur stratégie. Ils se préparaient psychologiquement à une manœuvre à haut risque. Déplacer les otages d'un endroit à un autre. Les terroristes savent que le complexe gazier n'est pas visé par les tirs de l'armée. Mais pour le rejoindre, il faut parcourir 5 km à découvert. J'ai remarqué des véhicules militaires et j'ai dit aux terroristes canadiens que les soldats là-bas n'allaient pas nous laisser passer par cette route. Il m'a répondu « Pas de problème. On va préparer des charges explosives qu'on va mettre dans chaque véhicule. Si les militaires leur bloquent l'accès aux installations de production, on les fera exploser. Et tout sautera. » Les boucliers humains sont donc embarqués de force dans des 4x4 et le convoi se met en route vers le nord. Les djihadistes espèrent que l'armée n'attaquera pas les installations techniques du site, la zone économiquement la plus précieuse. Un hélicoptère d'attaque de l'armée algérienne prend en chasse les véhicules. Sur le siège, derrière le conducteur, il y avait le terroriste canadien. Et sur les genoux, il tenait l'engin explosif qu'ils avaient préparé. On pouvait y rester. C'était peut-être la fin pour nous. Kevin Graham, toujours caché dans l'usine, entend les hélicoptères approcher. On a vu les hélicoptères tournoyer par la fenêtre des bureaux. On a regardé la route et il y avait des 4x4 qui roulaient vers nous, entre la base de vie et le complexe gazier. L'un des véhicules du convoi a quitté la route presque immédiatement après sa sortie du camp. Et immédiatement, les hélicos lui ont tiré dessus. Brusquement, on a vu les hélicoptères ouvrir le feu. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Là, j'ai regardé par le pare-brise arrière et j'ai vu un hélico approcher en rase-motte. J'ai remarqué des tirs de mitrailleuses qui touchaient le sol en remontant vers notre 4x4. Et puis on a été touchés. À seulement quelques mètres du site d'exploitation, le véhicule où se trouve Stephen McFall est immobilisé, retourné sur le toit. On a crié « Allez, tirez sur ces mecs, tuez-les ». Pour nous, c'était eux les terroristes. Le terroriste canadien a essayé de faire sauter la charge explosive qu'il portait sur lui. On entendait le sifflement du détonateur en train de se déclencher. Pendant tout ce temps, je me disais, il faut que je m'éloigne le plus possible de ce 4x4. Il va exploser d'une minute à l'autre. Alors j'ai commencé à marcher vers la base de vie.
Voyant qu'il ne peut pas faire sauter le véhicule, le terroriste canadien se dirige vers le complexe industriel. J'étais à peine à une 50aine de mètres du 4x4. J'ai vu un hélico faire demi-tour, alors je lui ai fait signe en agitant les bras. Et puis j'ai été pris de parano. Je me suis dit, tu ne devrais pas te manifester. Ils savent qu'ils ont mal géré la crise. Ce serait plus simple qu'il n'y ait pas de survivants. Quand tout ça s'est arrêté, je me suis mis à courir et j'ai vu une scène d'horreur. Il y avait du sang et de la chair humaine collée à la carrosserie du véhicule qui avait explosé. Il y avait des membres éparpillés un peu partout. 27 otages sont tués pendant l'attaque du convoi. Seuls 7 sont sains et saufs. Parmi les survivants, Angelito Manaois, un ingénieur philippin de 41 ans, que Stephen McFall retrouve grièvement blessé dans l'un des véhicules. On a relevé Angelito derrière la carcasse du 4x4 pour le mettre à couvert. Et puis on a décidé d'aller chercher de l'aide. Stephen McFall et 4 rescapés repartent vers la base de vie, désormais contrôlée par l'armée algérienne. J'ai enlevé mon t-shirt pour montrer aux soldats qu'on n'était pas des terroristes et qu'on ne portait pas des ceintures d'explosifs. Stephen McFall et ses compagnons demandent aux soldats de porter assistance à Angelito. On leur a dit, il y a 2 blessés là-bas, il faut aller les chercher. Mais ils ont dit non. Ils ont catégoriquement refusé. Malgré ses blessures, Angelito se relève et part dans la direction opposée, vers la centrale gazière, encore aux mains des terroristes. J'ai compris qu'il n'y avait pas seulement des terroristes dans les véhicules qui venaient de la base de vie quand j'ai vu arriver Angelito à pied. Là, je me suis dit, mais d'où il vient? Angelito a besoin de soins médicaux de toute urgence. Kevin Graham décide alors de sortir de sa cachette pour trouver David Murray, qui connaît les gestes de premier secours. J'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Je n'ai pas bougé, même si j'ai cru reconnaître sa voix. J'ai besoin de ton aide. Je suis arrivé dans le bureau du fond, le plus proche de son poste de travail. Il devait être dedans. David, t'es là? Je n'ai pas bougé. Je frappais à toutes les portes. Je tapais et je criais. Allez, sors de là, bon sang, je sais que t'es là, sors de là. Je ne savais pas s'il disait ça sous la menace d'un terroriste. Allez, vas-y, appelle tes amis pour les faire sortir à découvert. Je sais très bien qu'il n'a pas répondu parce qu'il avait peur que ce soit un piège. Mais j'ai crié, je te jure qu'il n'y a pas de terroriste ici. Je suis tout seul. Il a dit quelque chose comme « Il y a eu une grosse explosion dehors. Des voitures ont sauté. Il faut que tu viennes nous aider. On a 2 blessés. On a besoin de toi. » Allez, sors! J'ai fini par comprendre qu'il était tout seul, au ton de sa voix. Il n'aurait pas crié comme ça s'il y avait eu quelqu'un avec lui. Et puis, il y a eu le clic de la serrure. Et il est sorti. Un petit sourire sur le visage et son éternel bonnet. J'étais content de le voir. J'étais heureux.
Je suis allé prendre la trousse de premier secours et je suis revenu dans leur bureau. Je l'ai amené jusqu'à Angelito et on lui a dit « C'est bon, tout va bien maintenant ». Il était couvert de sang. Il était devenu sourd. On sentait encore l'odeur des explosifs sur ses vêtements. Une partie de son cuir chevelu pendait derrière sa tête et il avait une entaille sur l'œil. On lui a donné les premiers soins comme on pouvait, avec ce qu'on avait. J'ai essayé de nettoyer ses plaies à l'eau, mais on n'avait pas grand-chose dans notre trousse de premier secours. On a fait au mieux. Il y avait un collègue algérien dans le bureau avec nous et pendant toute l'opération, il a pris des photos. Il a dit qu'elle nous servirait à raconter ce qui s'était passé plus tard. Voici une photo prise par l'employé algérien pour montrer le calvaire subi par les otages. Malheureusement, les terroristes ont remarqué la présence des 4 hommes. Ils arrivent! Ils arrivent! On s'est tous cachés. Cachez-vous dans le bureau, vite! On s'est tous entassés dans le bureau. On a poussé une armoire contre la porte et on a entendu la porte du couloir s'ouvrir. Les 2 collègues qu'on avait essayé d'aider étaient encore là-bas. On a entendu un terroriste dire en anglais à Angelito « Qui vous a aidé? Qui était avec vous? Qui est le 3e homme? Qui a fait le pansement ?» Il lui a donné des coups de pied. Qui vous a aidé? Cet interrogatoire nous a paru interminable. Ils les ont traînés sur le sol et les ont emmenés. Et on a entendu 2 coups de feu. Aujourd'hui, je me sens coupable de ne pas les avoir emmenés avec nous dans le bureau. Mais si on les avait traînés sur le sol jusqu'au bureau, aucun de nous ne serait là. C'est le plus dur. Tout le monde me dit que j'ai fait ce qu'il fallait. On a pensé à la sécurité des survivants. Cela fait plusieurs heures que Lauren Barlow n'a plus de nouvelles de son mari. Gary était retenu en otage là où on avait localisé les terroristes pour la dernière fois. Mon Dieu, faites qu'il soit toujours en vie. Je vous en supplie. On essaie de rester le plus positif possible dans ce genre de situation dramatique. Mais forcément, on imagine les pires scénarios. Surtout quand on est épuisé. Et les pires scénarios sont violents, horribles. Je préfère ne pas vous décrire ce que j'imaginais. La communauté internationale tente de se tenir informée avant que l'armée algérienne n'intervienne. Mais rien ne filtre et toute la région est bouclée. À la fin du 2e jour de siège, les employés encore en vie comprennent qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. Comme personne ne venait à notre secours, on savait que les terroristes finiraient par nous repérer. Soit on décidait de rester et les terroristes nous trouveraient, soit on partait. On a décidé de partir. Là où j'ai eu le plus peur de ma vie, c'est quand on est sorti du bureau. Un terroriste pouvait encore être dans les locaux. Et s'il nous avait vus, il nous aurait descendus. On est passé par une porte sur le côté et on a traversé la cour. Il nous aurait descendus.
On est passé par une porte sur le côté et on a traversé la cour. Ensuite, on a soulevé les barbelés juste assez pour passer dessous. On n'était plus que 8 cette nuit-là, à marcher droit devant nous dans l'obscurité, dans la nuit noire. En haut de à marcher droit devant nous dans l'obscurité, dans la nuit noire. En haut de la colline, j'ai eu envie d'une cigarette, mais impossible d'en allumer une. La lumière se voit de loin dans le désert. C'est vrai, mais tant pis. On se l'est passé comme ça de l'un à l'autre. Au moins, on s'occupait, au lieu d'attendre des secours qui ne venaient pas. Ça m'a fait du bien. Le groupe de David et Kevin erre dans le désert toute la nuit. De leur côté, Steve Wysocki et plusieurs rescapés se préparent à quitter la base eux aussi. On ne pouvait pas rester un jour de plus ou une autre nuit, parce qu'on allait être découvert. On avait de l'eau et aussi des trucs à manger, je crois. On a pris quelques affaires. Et on est passé sous la clôture. C'est la meilleure sensation que j'ai jamais connue. Kevin et David savent qu'ils doivent s'éloigner le plus possible des installations gazières. On a marché dans le désert de 2 heures du matin à 16h30 ou 17h le lendemain. Et personne, pas un seul véhicule militaire ne s'est approché de nous. Il y avait des avions espions qui tournoyaient. C'est clair qu'ils nous ont vus. Mais ils nous ont laissés marcher dans le désert. Personne n'est venu nous chercher. Personne. On était livrés à nous-mêmes. Abandonnés. 3 jours après l'attaque du site, Steve Wysocki et son groupe ont plus de chance. Ils sont presque immédiatement secourus. Je dirais qu'on a marché environ 500 mètres, peut-être un peu plus, avant qu'un homme, devant nous, dans les dunes, nous crie de nous arrêter, de jeter nos sacs à dos et d'enlever nos vêtements. On s'est déshabillé presque entièrement pour prouver qu'on n'avait pas de bombe. Ensuite, on s'est rhabillé et un jeune homme, sans doute un gradé, est venu nous chercher pour nous emmener derrière leur ligne. On était sauvés. Dans la base de vie, l'armée algérienne cherche des survivants. Le groupe caché dans le faux plafond peut enfin sortir, après 38 heures d'attente passées dans l'angoisse. On est descendu de notre cachette. J'ai regardé tout autour, et il y avait des trous énormes dans les murs, à cause des tirs de roquettes ou de mortiers. Et je me suis demandé, comment on a survécu à ça? Stephen McFall est évacué. Immédiatement, il appelle sa femme et sa famille en Irlande du Nord. Elle m'a dit « C'est bien toi, Stevie ?» Et j'ai répondu « Oui ». Et là, elle s'est mise à pleurer. À Belfast, la famille de Stephen McFall peut enfin se réjouir. À la télévision, on a vu que certains s'étaient miraculeusement évadés. La famille de Steve était interviewée. J'ai de la peine pour tous ceux qui sont encore là-bas. On aurait tellement voulu qu'ils soient tous sauvés. Les otages de la base de vie sont maintenant libres, mais ceux du complexe gazier sont toujours prisonniers des islamistes. Les forces algériennes se préparent à donner l'assaut final, et elles vont le faire de manière radicale. Leur approche était simple. Ils géraient le problème du terrorisme depuis très longtemps et n'avaient pas besoin de l'aide des Occidentaux.
Il reste 7 otages, américains, britanniques et norvégiens dans le complexe. Un terroriste libyen envoie un message. J'ai eu comme l'impression qu'ils étaient en train de paniquer, puisqu'ils voyaient très bien que l'armée algérienne n'était pas du tout disposée à négocier avec eux. Les troupes algériennes sont entrées dans la centrale. Elles attaquent. Les soldats algériens sont entrés dans la centrale. Ils attaquent.